Bien, bonjour à tous. Je voudrais commencer ma présentation par une anecdote historique afin de situer le sujet dont je vais vous parler. L'homme que vous voyez sur l'écran, Ignaz Semmelweis, était un médecin à l'hôpital général de Vienne en 1847. Et à cette époque, dans cet hôpital, il y avait deux services obstétriques. Dans le premier service, le taux de mortalité était à 18%, alors que dans le deuxième, il était à 3%. Donc, Ignaz Semmelweis s'est interrogé sur la différence entre les deux taux de mortalité qu'il y avait. Et il faut dire que les décès qui survenaient dans ces services étaient dus à des fièvres puerpérales, c'est-à-dire une infection due à des bactéries pénétrant dans l'utérus. Après avoir réfléchi sur les différentes causes possibles, il est arrivé à la conclusion que la cause de la surmortalité était due aux autopsies pratiquées par les médecins et les internes du premier service, le service qui avait la forte mortalité. Parce que ces médecins et ces internes pratiquaient des autopsies, donc ils étaient en contact avec des cadavres, et ils étaient donc exposés à des agents pathogènes, et ils servaient de vecteurs, ils servaient de transmettaient ces agents pathogènes aux patientes qu'ils soignaient dans le service obstétrique. Du coup, c'est ce qui expliquait le taux de surmortalité. Donc, après avoir eu l'intuition de cet état de figure, M. Semmelweis a encouragé l'utilisation de solutions antiseptiques et le taux de mortalité est ensuite descendu après un mois à 2% pour être quasi nul les mois prochains. Donc, Ignaz Semmelweis est considéré comme l'un des pionniers de l'hygiène des mains. Et après ce détour historique, on peut s'interroger sur quel est l'état de l'observance de l'hygiène des mains aujourd'hui et quels sont les enjeux autour de cette hygiène des mains dans les milieux hospitaliers. En 2021, il y a 2 ans, le Lancet Infectious Diseases publiait une scoping review dans laquelle il se penchait sur l'état de l'hygiène des mains les 20 dernières années. Et dans cette revue, on parlait des infections associées aux soins. Les infections associées aux soins sont les infections contractées en milieu hospitalier. Et il est établi que les prévalences à tout moment de ces infections étaient dans les pays à revenus élevés entre 3 et 12%, et dans les pays à bas et moyens revenus, ces prévalences étaient de 5 à 19%. Et on sait que le principal vecteur de transmission de ces infections sont les mains infectées des soignants. Donc, une meilleure observance de l'hygiène, en toute logique, réduit les infections associées aux soins, et c'est d'ailleurs observé dans la littérature, comme c'est dit dans cette revue du Lancet. Ensuite, dans le même cadre global, on peut parler d'une revue systématique de l'OMS qui couvrait la période de 1980 à 2013 et qui réunissait 39 articles et qui démontrait du lien entre l'hygiène des mains et les infections dues à des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Donc, cela montre qu'il y a un intérêt à s'intéresser à l'hygiène des mains au milieu hospitalier et notamment aux variables qui peuvent expliquer cette hygiène des mains. Le point de départ de notre travail, ça a été les données de l'étude STRIPS. Ce sont des données qui concernent des services hospitaliers et des travailleurs de santé. Je reviendrai juste dans la slide suivante sur la nature de ces données précisément. Et à partir de ces données, on s'est interrogé sur quelles étaient les variables expliquant l'hygiène des mains sur les deux niveaux, c'est-à-dire au niveau des services hospitaliers et au niveau des travailleurs de santé. Pour répondre à cette question, on a utilisé un modèle de régression dit micro-macro, sur lequel je reviendrai aussi par la suite. Donc, les données STRIPS, STRIPS est un anagramme de stress au travail et risque infectieux chez les patients et le personnel soignant, sont des données qui ont été récoltées entre 2018 et 2019 sur des hôpitaux parisiens. Ce sont sur une trentaine d'hôpitaux parisiens volontaires et qui ont été tirés au sort. Et sur ces données, on possède des informations au niveau des services et au niveau des individus. Ces données ont été établies sur 4 temps.
en suivant les mêmes services. Donc, nous, on a choisi de se restreindre au temps T0 au début. Et au temps T0, on a 30 services de santé. Une grande partie des données établies dans cette étude STRIPS sont des données provenant d'audit. C'est-à-dire que dans chacun des 30 services hospitaliers considérés, il y a eu un audit qui a été fait pour mesurer le taux d'hygiène des mains. Il y a eu 1362 observations totales, avec de 17 à 154 observations par service. Et chaque observation consiste en une opportunité d'observance de l'hygiène des mains. Une opportunité d'observance de l'hygiène des mains, c'est lorsque un membre du personnel soignant rentre ou sort de la chambre d'un patient, on regarde si c'est oui ou non laver les mains. Et à partir de ça, on peut établir un taux d'hygiène des mains. Donc, pour chacun des 30 services, on a un taux d'hygiène des mains. Et donc, le vecteur a 30 composantes des taux d'hygiène des mains des services et notre variable réponse. C'est donc la variable qu'on cherche à expliquer en fonction des autres. On a des informations également au niveau du service. On a des variables quantitatives, comme le nombre de lits, le ratio entre patients et soignants, et aussi des variables qualitatives, comme le recours aux infirmiers issus de l'extérieur. À défaut d'avoir des chiffres, on a des modalités qui nous renseignent sur la fréquence, comme parfois, jamais, etc. On a aussi des choses comme l'organisation horaire. Est-ce que c'est un service qui fonctionne en 3/8 ou en 2/12? On connaît aussi la spécialité du service. Est-ce que c'est un service de chirurgie, d'obstétrique, de réanimation, de médecine polyvalente, etc. Donc, en tout, on a 9 variables au niveau du service. On possède également des variables au niveau individuel. Il faut dire qu'on a 644 individus et ces individus sont des infirmiers et des aides-soignants. On a 12 à 43 individus par service et on a des variables quantitatives concernant ces individus, notamment leur âge, le nombre d'heures travaillées par semaine, mais également des scores qui sont relatifs au soutien de la hiérarchie, des collègues, des scores de fatigue, etc. On a 20 variables quantitatives et on a également des variables qualitatives comme le statut professionnel. Est-ce que l'individu est un titulaire, un contractuel, en CDI, en CDD? Quels sont ses horaires de travail, etc. En tout, on a 16 variables qualitatives. Donc maintenant, on a une variable réponse qu'on cherche à expliquer, qui est le taux d'hygiène des mains, et on a des variables au niveau individuel et au niveau des services. On se place donc dans une situation de modèle multiniveau. Il y a deux grandes familles de modèles multiniveaux. La première, c'est la famille constituée des modèles macro-micro. C'est le cas où on a une variable réponse au niveau des individus qu'on cherche à expliquer par une autre variable qui est au même niveau, au niveau des individus, et une variable qui est au niveau supérieur, au niveau du groupe. Le cas micro-macro est un cas symétrique. Maintenant, on a une variable au niveau groupe et on cherche à l'expliquer par une autre variable au niveau groupe et une variable qui a un niveau plus bas, le niveau des individus. On peut donner un exemple. Considérons qu'on a 2000 élèves répartis dans 100 classes. Donc, les élèves sont au niveau individuel et la classe, c'est le niveau du groupe. Un exemple de macro-micro, ce serait de vouloir expliquer, par exemple, la note au bac de français. Donc, c'est une variable individuelle, chacun a sa note. Et si on voulait expliquer, par exemple, la note au bac par le nombre d'années d'études des parents, donc une variable individuelle parce qu'elle concerne l'élève, et une variable qui concerne la classe, par exemple, le nombre d'années d'expérience du professeur. Donc là, on est en train d'expliquer une variable au niveau individuel par une autre variable au niveau individuel et une variable au niveau groupe. Donc ça, c'est le cas macro-micro. Et on peut imaginer un autre cas de figure. Disons qu'on veut expliquer le taux de réussite de la classe. Donc là, on a une variable au niveau du groupe, de la classe, qu'on veut expliquer par le nombre d'années d'expérience du professeur, une variable au niveau du groupe, et le nombre d'années d'études des parents, donc une variable au niveau des individus. Donc là, on se retrouve dans le cas micro-macro. En général, il y a
il y a eu moins de développement dans le cas de figure micro-macro que dans le cas macro-micro. Mais c'est dans ce cas-là que nous, on se place, parce que nous, on a une variable au niveau du groupe, le taux d'hygiène des mains, on va expliquer par des variables à ce niveau-là et au niveau des individus. Un des principaux modèles dans ce cas de figure du micro-macro, c'est le modèle proposé par Kuhn et Van Veldhoven en 2007 dans un article paru dans Psychological Methods. Je vais expliquer les principes fondamentaux de ce modèle. Dans ce modèle, gardant la même nomenclature qu'auparavant, c'est-à-dire en prenant Y, la variable réponse, et Z, la variable explicative au niveau du groupe, et X, la variable explicative au niveau des individus, et en prenant X, Y et Z des variables quantitatives, les Kuhn et Van Veldhoven introduisent une nouvelle variable, une variable qu'ils appellent la variable latente, la variable xi. Cette variable, ce qu'elle fait, c'est que c'est une variable au niveau groupe qui est construite à partir des variables au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on sort, c'est une manière de s'extraire du cadre où on a des variables à plusieurs niveaux, parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les variables individuelles et à partir de ces observations-là, on construit une variable au niveau groupe et on se retrouve avec trois variables. Une variable explicative au niveau groupe, Z, la variable réponse qui nous intéresse, et la variable xi, qui est la variable latente. Donc, voici les expressions importantes du modèle de Kuhn et Van Veldhoven. La première équation, elle relie les observations individuelles à la variable latente, c'est-à-dire que on met juste une erreur normale, en fait. C'est une erreur normale établit un lien entre les observations individuelles et la variable latente. Ensuite, on écrit Y avec un modèle classique de régression linéaire pour expliquer Y en fonction de la variable xi et de la variable z. On fait des hypothèses entre les erreurs et la variable latente, des hypothèses d'indépendance. On peut revenir là-dessus en détail si vous voulez pendant les questions. Et il faut préciser que la variable xi est non observable, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'observation de cette variable-là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un ajustement de la moyenne agrégée pour pouvoir implémenter la régression linéaire, le modèle final. Donc, je l'ai dit un peu rapidement, mais dans la méthode de Kuhn et Van Veldhoven, ce sont des variables quantitatives qui sont considérées. Or, comme on l'a vu, ici, on a des variables qualitatives. Donc, on s'est inspiré finalement d'une extension. On a utilisé une extension qui a été faite du modèle micro-macro aux variables qualitatives. Elle a été faite par Oumou Salama, qui était une ancienne doctorante au laboratoire Mesure, et qui permet de prendre des variables qualitatives et en les transformant en variables binaires, tout en gérant la linéarité, et de les intégrer ensuite au modèle micro-macro. Donc maintenant, on a notre variable réponse, on a nos variables explicatives et on a un modèle. Donc, on aimerait faire tourner notre modèle. Mais avant cela, il faut se rappeler qu'on a 9 variables au niveau des services et qu'on a 36 variables au niveau des individus. C'est-à-dire qu'on a 45 variables au total. Ça veut dire que la régression n'est pas bien définie et que avant de pouvoir faire tourner notre modèle, on doit au préalable faire de la sélection de variables. Donc on a opté pour on a choisi de faire du hierarchical clustering pour pouvoir sélectionner les variables. Et on a pris pour chaque cluster un représentant. Donc là, ici,
on a les variables au niveau des services. Donc, on a 7 clusters, donc on choisit 7 représentants pour les 9 variables. Ensuite, au niveau des variables individuelles, on a 36 variables qui donnent 12 clusters, et pour chaque cluster, on a choisi un représentant, ce qui nous donne 12 variables. Donc maintenant, on a 19 variables. On a choisi 19 variables par la procédure de hierarchical clustering, et on peut donc faire tourner notre modèle. Et après l'avoir lancé, on cherche à faire une sélection de variables pour avoir un modèle réduit. Et pour cela, on utilise le critère d'information bayésien, le BIC, qui établit un compromis entre la vraisemblance du modèle et le nombre de paramètres. Et avec ce modèle-là, on arrive à sélectionner 8 variables. Donc on obtient le modèle final, notre modèle réduit. On voit que ce modèle arrive à expliquer 70% de la variation du taux d'hygiène de main, et on voit que toutes les variables sont significatives, les p-values sont au-dessus du seuil de 5%, donc c'est assez satisfaisant. Maintenant, on peut regarder en détail sur quelles sont les variables qui influencent positivement, ou c'est-à-dire celles qui font augmenter le taux d'hygiène des mains ou celles qui font diminuer ce taux. Parmi les variables qui font augmenter l'hygiène des mains, on retrouve la quantité de travail. On trouve que le fait de travailler à temps plein semble faire augmenter l'hygiène des mains. On trouve également que le score de Karasek hiérarchique semble faire augmenter l'hygiène des mains, c'est-à-dire plus de soutien de la hiérarchie fait augmenter le taux d'hygiène. On retrouve également que le non-recours à des infirmiers en intérim fait augmenter l'hygiène des mains. Et de manière plus surprenante que les 3 précédents résultats, on trouve que le score du stress semble aussi faire augmenter l'hygiène des mains. Donc plus de stress, entre guillemets, donc meilleur taux d'hygiène de main. Et ça fait se poser des questions. Je vais revenir sur ce cas juste dans la slide d'après. Concernant les variables qui font diminuer le taux d'hygiène des mains, on a le nombre de jours en arrêt maladie, et on a également la spécialité du service, précisément les services de chirurgie et d'obstétrique, c'est-à-dire que dans les services de chirurgie et d'obstétrique, on constate une hygiène des mains, d'après le modèle, inférieure aux services de réanimation et de médecine polyvalente. Et on constate que le statut professionnel, notamment précisément le statut de contractuel CDD, comparé aux autres statuts, c'est-à-dire CDI titulaire, favorise une hygiène des mains inférieure. Donc pour revenir sur le score du stress, qui, on vient de le voir, semblait faire augmenter l'hygiène des mains quand lui-même augmenté, on peut dire quelques mots autour de cette variable. Il faut dire que la médiane du score de ce stress est 27, c'est l'échelle PSS, et au-dessus de 27, on considère que ce score est élevé dans la littérature. Donc, on a une moitié de soignants qui est au-dessus d'un seuil de stress considéré comme critique, c'est-à-dire qu'on a une population stressée, entre guillemets, et donc ça pose la question de savoir la pertinence d'interpréter de manière naïve le score de ce stress. Et une autre piste est qu'il y a une corrélation en moyenne positive avec un score de surinvestissement. Donc ce sont parmi les pistes de réflexion pour savoir pourquoi on observe ce lien surprenant entre une augmentation du stress et un meilleur taux d'HD. Ensuite, en conclusion, je dirais que
le taux d'hygiène des mains est un sujet important, même hors contexte de pandémie, parce qu'il est lié à des infections associées aux soins. Et donc, c'est important de comprendre cette variable-là. Et au terme de notre travail, on trouve que ce qui semble diminuer le taux d'hygiène des mains sont un soutien plus grand de la hiérarchie dans les services, un statut professionnel qui serait CDI titulaire plutôt que CDD, et qu'il faudrait accorder une certaine vigilance aux services dans lesquels il y a des arrêts maladie qui sont posés suite à des accidents de travail ou non, et qu'au niveau des services, il faut être vigilant aux services de chirurgie et d'obstétrique, et qu'il faudrait réfléchir à des moyens de ne pas recourir à des infirmiers en intérim, en utilisant évidemment des solutions pérennes adaptées aux situations. Et pour ce qui est des perspectives, la suite naturelle serait de faire une approche longitudinale, c'est-à-dire d'utiliser les différents temps de l'étude STRIPS. Et il serait également intéressant de pouvoir obtenir des données concernant plus de services et d'individus pour pouvoir augmenter la puissance statistique, pour pouvoir confirmer ou nuancer certains résultats. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je crois que je suis allé un peu vite, mais si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose, je suis tout à fait disposé. Merci beaucoup, Ismaël. Applaudissements virtuels. Des questions? Voilà, on a bien le temps pour plusieurs questions. Ah, Simon? Ouais. Lucie avait des questions, je crois. On a des questions qui étaient similaires avec Simon, c'était par rapport à comment ça a été observé le fait que le professionnel se lave les mains ou non à la sortie de la chambre. Est-ce que c'était des personnes qui étaient dans les services en train de... Et comment cela ça a pu impacter sur un changement de comportement du fait que ces personnes-là soient en train d'observer le phénomène? Oui, en Bien fait, sûr, j'avais une question, mais je peux la poser. D'accord. Donc, si je comprends bien, la question, c'est est-ce que le fait de se savoir surveiller a peut-être pu avoir une influence sur le comportement des soignants? C'est ça? Voilà, et Ouais. comment ça a été, est-ce que c'est vraiment, comment ça a été observé? C'était des gens dans les services qui... Oui, en fait, l'observateur a essayé de vérifier de manière discrète. Il se plaçait dans le couloir. Donc, il l'a essayé de manière discrète. Après, on ne sait pas si les soignants ont pu le voir. Mais normalement, ça a été fait de manière discrète. Ouais, si je peux apporter un tout petit complément, parce que je suis pas sûre que Ismaël ait la réponse, parce que le recueil de données était bien antérieur à sa présence dans le labo, mais c'est le protocole d'audit d'hygiène de main qui est pratiqué depuis longtemps sur les hôpitaux de la PHP, et en l'occurrence, c'était un partenariat avec un certain nombre d'hôpitaux, et donc l'observateur, en l'occurrence, c'est l'infirmière hygiéniste de l'hôpital, voilà, qui était partenaire du projet et qui fait l'observation sur c'est le même outil qui sert à faire du reporting sur l'hygiène de main, en fait. Parce qu'en fait, je pensais surtout aux intérims. Les intérims, peut-être, ne connaissent pas qui est l'infirmière hygiéniste, du coup, ne font pas attention à sa présence. Et parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas possible de... D'accord. Et du coup, ça répond un peu à ma deuxième question, parce que ma deuxième question, c'était par rapport à ces intérims, est-ce que vous aviez plus d'informations par rapport à leur profil, leur formation ou Non, on n'a pas d'informations particulières sur les infirmiers en intérim. D'ailleurs, malheureusement, il n'y a pas vraiment de chiffres.
on a plus on avait une sorte de variable qualitative qui donnait des modalités. En fait, on demandait au chef de service quelle était à peu près la fréquence, si on avait jamais, parfois, etc. Donc là, ce serait intéressant effectivement de connaître plus en détail dans nos prochaines études quelles sont les caractéristiques spécifiques de l'intérêt. Merci beaucoup, Ismaël. C'était très clair ta présentation. Merci beaucoup. Kevin, je crois que tu étais le suivant. Oui, merci beaucoup Ismaël. Moi, j'aurais une question plus sur la méthode, sur les aspects stats un peu. Est-ce que tu peux nous commenter un peu la différence ou les ressemblances de tes modèles avec des modèles hiérarchiques ou à effet aléatoire? Des modèles hiérarchiques. Est-ce que c'est la même classe d'outils? Est-ce que c'est très différent? C'est pas vraiment des modèles hiérarchiques. C'est vraiment c'est plus une sorte de c'est surtout en fait une sorte de régression, derrière, c'est vraiment une sorte de régression linéaire, mais avec une moyenne ajustée en fait. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Je pense que formellement, alors je ne sais pas, hein, mais je pense que formellement, c'est des modèles hiérarchiques dans le sens où tu as plusieurs niveaux de collecte de données. Et après, donc la classe doit être très différente des modèles à effet aléatoire, effectivement, de ce que je comprends. Mais du coup, non, mais on en discutera à l'occasion, ça m'intéresse de comprendre un peu mieux. Merci. OK, merci. Yusuke. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant, mais je voudrais mieux comprendre. Donc, c'est un peu lié avec ce que qui vient poser la question. Mais donc, il y a ce micro, macro et macro, micro. Donc, je pense que nous, épidémiologues, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde au niveau individu, mais on va considérer l'effet au niveau groupe. Mais aujourd'hui, c'était contraire. Donc, au niveau de l'interprétation, comment on va interpréter ce résultat par rapport à ce qu'on fait souvent? Eh bien, sur l'interprétation des résultats, c'est vrai que c'est un peu délicat, étant donné qu'à la fin, on se retrouve avec des choses au niveau des individus. Par exemple, quand on dit que le statut professionnel joue et qu'en même temps, on dit que dans certains services, il y a des taux qui sont meilleurs que dans d'autres. Donc, je crois que finalement, dans l'interprétation, il faut se ramener à chaque niveau. Donc, regarder au niveau, par exemple, du statut, se pencher sur qu'est-ce qu'il y a derrière, finalement, les statuts qui sont associés à une plus basse hygiène des mains, et aller regarder au niveau des services sur les comportements globaux ou la situation qu'il y a dans ces services-là qui semblerait faire diminuer l'hygiène des mains. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Simon, Lucia. Peut-être juste une dernière question pour moi. Je me demandais un peu quels étaient les chiffres absolus de taux de compliance avec le lavage des mains. Est-ce que c'est 50%, 80%, 30%? Enfin, et est-ce qu'il y a des gros gaps entre les types de services ou alors est-ce que c'est des différences un peu modérées? En général, c'est modéré parce que dans la plupart, on est entre 0,6 et 0,80. Et il n'y a pas d'énormes écarts qui sont visibles à l'œil nu. D'accord. Et la réanimation, c'est pas beaucoup mieux que les autres? C'est un peu parfois dit qu'on en a, mais non. D'après, en tout cas, c'est meilleur qu'en chirurgie obstétrique, mais je n'ai pas regardé de plus près si c'était vraiment. Mais en tout cas, à l'œil nu, il n'y avait rien qui semblait vraiment se démarquer, mais peut-être en regardant plus précisément, on peut voir des choses. D'accord. Et juste une dernière, si on me permet, est-ce que vous avez des informations sur les éventuelles infections associées aux soins dans les services inclus,
ou est-ce que c'est des infos qu'on peut avoir par d'autres méthodes de recueil et du coup on peut voir un petit peu comment tout ça est corrélé avec l'hygiène des mains, ou alors il n'y a rien dessus? Ouais, je peux peut-être répondre là-dessus parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un gros projet. En fait, ce projet-là, avait pour objectif d'aller jusqu'aux infections associées aux soins en récoltant tout un tas de variables, hein, depuis le niveau individuel, organisationnel, en passant par toutes sortes de médiateurs, le stress, la fatigue, le comportement, le taux de turnover, l'absentéisme du personnel, etc. Et donc l'hygiène de main. Et en fait, on a eu un petit souci sur le projet. Au niveau, on est tombé au moment où on devait récupérer a posteriori en fait les données sur les IAS qu'on devait récupérer au niveau des hôpitaux directement de la PHP. Ben, il y a eu la période Covid qui est arrivée. Et bon bref, donc on n'a pas les données hygiène, on n'a pas les données infections associées aux soins malheureusement. C'est la fin du projet. Par contre, on a fait pas mal d'autres études autour de ces mêmes données-là sur les prédicteurs du stress, de la fatigue, etc. Voilà. Mais bien sûr, l'idée derrière, c'est que tout ça, c'est des choses qui vont favoriser. Ouais. Voilà. Oui, après, on imagine bien que... On a des données sur les AES, ça oui, on a fait une étude sur les AES qui va bientôt sortir. Voilà. Ouais. Ok, merci. Peut-être juste une question par curiosité. Donc, service chirurgie obstétrique, évidemment, c'est très inquiétant que justement là, dans la tradition Semmelweis, l'hygiène des mains serait le moins respectée. Est-ce que par contre, ça peut aussi être parce que dans ce service, les gens travaillent davantage avec des gants stériles lors des gestes est-ce que vous l'avez observé? Est-ce que ça peut être une explication? Je n'ai pas vu d'informations relatives à ça. Je ne sais pas si Laura Karine, peut-être que tu as des éléments là-dessus. Dans le protocole, il y a ça. Non, comme c'était un quick audit, il n'y avait pas autant de précision s'il y avait des gants ou pas. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions. Non. Laura, tu me permets de me passer moi-même la parole? Je te passe la parole, Judith, si tu veux partager ton écran. Oui. Ok, je partage donc mon diaporama. Alors, c'est une présentation que j'ai récemment donnée aussi aux journées du département santé globale qui a eu lieu la semaine dernière à Pasteur, mais voilà, pour prendre en compte le fait qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui l'ont déjà vu, je vais passer un peu plus rapidement sur les résultats qui sont en lien avec cette question d'infection respiratoire et parler d'un autre aspect qui était un peu étonnant parce que c'était un peu, c'est un cas d'école, comme quoi il ne faut pas interpréter trop rapidement ces résultats. Donc, ça peut être intéressant pour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien le diaporama et ce n'est pas avec cadre noir? Si, non, justement, on le voit en mode avec la diapo suivante. Donc, c'est bon comme ça? Pareil. Ah. C'est pas bon. Qu'est-ce que je peux faire? Désolée, hein, c'est. Sinon, on y voit. Hein, ouais. Désolée, hein, c'est. Tu as partagé le bon écran? Tu as deux écrans, Judith? Ouais. Alors que je faut peut-être lance le diaporama et après retourne sur Teams et partage le bon écran. Parce que normalement, tu auras un écran avec la présentation plein écran et un écran avec le mode présentateur. Et tu pourras bien identifier quel écran tu dois partager. Attends, Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est bon. Ouais, d'accord, super.
Voilà, donc alors c'est un projet qui tourne un peu autour de mon expertise plus ancienne, autour de la ceinture africaine de la méningite. Et donc c'est un projet que nous avons mené avec le CRMS qui est à Niamey, Niger, membre des Instituts Pasteur. Et donc c'est notamment Ramatoulaye Lazoumar qui a collecté les données et qui était aux manettes dans ce projet. Alors, je ne vais pas aller en détail de tout ce phénomène parce que ça pourrait être voilà, une longue explication. Juste pour dire que les épidémies de méningite dans la ceinture africaine de la méningite, en fait, donc il y a des événements régionaux qui surviennent tous les quelques années. Mais en réalité, d'ailleurs, le phénomène consiste plutôt à des petites épidémies très courtes qui durent voilà, 3 à 6 semaines et qui surviennent pas au niveau des districts, mais en fait en dessous des districts, dans les villages ou certaines zones du district avec des groupes de villages. Donc là, vous avez par exemple une carte du au Burkina Faso, vous avez des districts avec ces lignes noires qui limitent les districts. Et en fait, là, vous voyez une année, il y avait des épidémies qui étaient en fait à cheval entre les différents districts et qui regroupaient juste quelques villages. Et donc, ce phénomène est documenté pour des sérogroupes A, C, W, Y. J'insiste parce que aujourd'hui, il y a un vaccin très efficace qui est utilisé en routine contre le sérogroupe A. Par contre, il n'y a pas encore de vaccination contre le sérogroupe C, W, Y, en tout cas pas pour la routine. Et donc, il y a des foyers épidémiques, ces localized meningitis epidemics qui surviennent en lien avec ces sérogroupes-là. Alors, du coup, ici, dans cette étude, on s'est intéressé à la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a en fait ces épidémies très localisées? Parce que effectivement, il peut y avoir des villages qui sont juste en distance de voilà 30, même moins 20 kilomètres, qui subissent la même saisonnalité, les mêmes facteurs climatiques. Et par contre, dans seulement un village est en épidémie. Donc, ce qu'on pense toujours quand on pense à la ceinture de la méningite, c'est le climat. C'est les méningocoques, les évolutions génétiques. Ça ne peut pas être les facteurs explicatifs parce qu'ils sont assez universels au sein d'une saison, au sein d'un pays, de district, etc. Donc, il faut vraiment des facteurs beaucoup plus localisés qui expliquent ces différences. Et selon un modèle hypothétique que nous avons développé, alors ça fait déjà un certain temps et qu'on essaye de démontrer au fur et à mesure, il y a ce facteur, cofacteur épidémique qui pourrait être des infections respiratoires viraux qui font que à partir d'une saison de méningite, alors qui fait déjà des incidences assez importantes en fait, il y a ce passage complémentaire pour passer à une épidémie localisée, donc un foyer. Ça implique une incidence qui est multipliée par 10 à 100. Et puis, ce qu'on doit aussi trouver, c'est en fait une explication pourquoi pendant ces épidémies-là, le taux de portage du méningocoque aussi est multiplié par un facteur de 10 à 100. Donc, il s'agit vraiment probablement d'une explosion du portage qui pourrait probablement être aussi la cause des foyers épidémiques. Mais pourquoi est-ce que ça peut être ces virus? C'est la question. Alors, le rôle des virus respiratoires dans les microépidémiques, c'est la question. Alors, on sait qu'il y a une corrélation temporelle entre la grippe et RSV et l'incidence des méningites à méningocoques, et cela c'est vu sur beaucoup de différents continents, y compris en France. Dans la ceinture, il y a des observations comme quoi l'événement, une méningite à méningocoque ou bien le portage de méningocoque est associé avec des infections viro-respiratoires. Ça a été démontré par des études au niveau individuel. Et aussi, il y a des données au niveau écologique qui suggèrent que l'incidence des infections respiratoires supérieures, des tracts respiratoires supérieurs, cette incidence est associée avec le risque survenu d'une épidémie, un foyer épidémique, donc LME, ici cette appellation. Et ceci au niveau des foyers, des centres de santé.
Donc, du coup, c'est la question un peu, mais quels virus, quelles infections sont vraiment à la cause de ces foyers épidémiques et qui pourraient être vraiment responsables pour ce phénomène? Alors, du coup, nous avons mené au Niger une étude qui prend un peu la forme d'une étude transversale, dans laquelle nous avons comparé la fréquence des infections respiratoires entre des villages en situation de foyer épidémique et des villages non en situation de foyer épidémique. D'ailleurs, c'est très bien cette introduction donnée par Ismaël parce que on était en fait exactement devant ce problème. Comment est-ce qu'on va analyser quelque chose? Parce que dans notre concept, c'est bien le foyer épidémique qui est un peu le résultat d'une exposition qui sont les infections virales. Mais ici, dans cette étude, et pour des raisons logistiques, nous avons dû sélectionner des villages en situation épidémique ou non, donc une variable groupe, et analyser, chercher la prévalence des infections respiratoires. Et comme on n'avait pas la possibilité de recruter une centaine de différents villages en épidémie et non, on était en fait voilà, contrainte de faire l'analyse avec des observations individuelles pour les infections. Donc là, une variable individuelle et de l'autre côté, une variable groupe pour la survenue des épidémies. D'ailleurs, ce serait intéressant d'entendre votre commentaire sur nos analyses. Alors, déjà, il fallait identifier et inclure ces villages en épidémie. Pour cela, nous avons mené une surveillance à haute résolution au niveau des formations sanitaires au Niger. La routine se fait en fait avec une déclaration au niveau des districts. Donc, normalement, on ne peut pas détecter les formations sanitaires en épidémie. Ça fait partie de ce projet Propomen, qui d'ailleurs est financé par la principauté de Monaco. Nous avons inclus 8 villages en épidémie et 8 villages, donc des contrôles, d'une certaine façon, qui n'étaient pas en épidémie. Et la règle était, ces contrôles devaient être des villages à moins de 30 km de distance et qui étaient inclus dans la même semaine ou bien dans le même mois que ce village en situation épidémique. L'étiologie principale de la méningite pendant cette période était le méningocoque du sérotype C. Alors, et donc, dans chaque village inclus, nous avons établi un échantillon aléatoire de la population âgée de 1 à 29 ans, avec un questionnaire, avec un examen ORL et d'échantillonnage nasopharyngé. Et puis, ces échantillons étaient analysés par la PCR en cherchant 33 pathogènes respiratoires. Alors, plus précisément, c'était en fait 31 parce qu'il y avait des pathogènes regroupés. Alors, notre analyse, c'était donc tout simplement une analyse de régression logistique en stratifiant par l'âge. Et donc, nous avons essayé d'expliquer l'infection nasopharyngée chez l'individu par la situation de son village, c'est-à-dire une variable binaire, épidémique ou non épidémique. Et puis, l'autre partie, c'est sur la vaccination, où nous avons fait pareil. Nous avons essayé d'expliquer l'historique vaccinal d'un individu par rapport à la situation dans le village. Juste pour vous donner un aperçu des inclusions, donc on avait 540 participants en village hors épidémie et le même nombre dans des villages en situation d'épidémie. C'était en 2019, 21 et 22 que s'est déroulée cette étude. Vous voyez que il y a déjà un peu ce décalage, imbalance entre les historiques vaccinales. Je vais vous en parler davantage, avec moins de vaccinations antérieures dans des situations épidémiques. Et puis, on voit aussi qu'en situation épidémique, il y avait plus de participants qui avaient des symptômes d'infection respiratoire, tract supérieur ou inférieur. Alors, nous avons testé donc des panels de virus. Donc là, vous avez tout ce panel de virus avec donc la grippe qui sort, mais en fait dans le mauvais sens parce qu'il y avait plus de portage de influenza A dans les villages non épidémiques
On va regarder tout de suite tout ça en détail. Même chose pour les bactéries. Vous voyez le panel de bactéries qui étaient éligibles. Voilà, donc notre hypothèse était en fait sur l'influenza, mais on voit qu'il y avait plus de portage influenza dans les villages hors épidémie, et par contre, les RSV étaient plus portés dans des villages en épidémie, et aussi ce coronavirus OC43 était aussi plus fréquent en situation épidémique. Et ça nous donne, dans des modèles de régression, ces associations-là, donc la situation épidémique est associée avec un risque plus élevé de porter, ou une vraisemblance plus élevée de être porteur de RSV, A ou B. Et c'est un peu les mêmes associations qui émergent aussi pour le coronavirus, ou bien si on prend l'un ou l'autre. Et en même temps, on voit aussi que pour les RSV, c'est bien une association plus importante pour les enfants et les adolescents. Et puis, le coronavirus, c'est plus quelque chose qui se joue au niveau des adultes. Et par contre, ici, au milieu, pour les adolescents, on voit qu'il y a une association très forte entre le portage de l'un ou l'autre pathogène et le fait de vivre en situation épidémique. On a aussi regardé la concordance au niveau écologique. Est-ce qu'on peut identifier d'une certaine façon les villages en épidémie par un profil de prévalence des infections virales? Et on voit que quand on prend ici ce point vert, c'est une situation où les RSV, donc les virus Respiratory Syncytial Virus, où il est porté par plus de 10% des jeunes enfants, ou bien où il y a une présence des RSV alors avec seulement une infection, ou bien du coronavirus chez les adolescents. Donc, évidemment, RSV, c'est une infection assez rare chez les adolescents. Donc, on peut dire que dès qu'il y a une infection dans cette tranche d'âge, là, c'est déjà une situation à risque pour un foyer épidémique. Voilà, donc on a envie de conclure ici qu'il y a vraiment un peu un rôle, même éventuellement causal, de ces micro-épidémies de virus, de RSV et de coronavirus OC43 dans la survenue des épidémies de méningite. Alors, comme il n'y a pas vraiment on ne connaît pas très bien les micro-épidémies des RSV, c'est un peu la saisonnalité, mais en fait, c'est très peu connu. Et donc, du coup, on peut conclure que la survenue des épidémies de méningite reste un peu un événement aléatoire. On ne peut pas l'expliquer, bien sûr, uniquement pendant la saison de méningite, etc., mais on n'a pas d'autres éléments qui nous permettent de prédire leur survenue. Et donc, du coup, ça parle en faveur d'une stratégie vaccinale pour de nouveaux vaccins qui couvrent tous les sérogroupes et qui sont vraiment pas du tout focalisés sur certains villages ou districts à risque, mais il faut s'attendre à ce que ça puisse survenir partout. Alors, je reviens un peu sur cette question de vaccination, parce qu'en même temps, l'OMS avait un peu, donc j'ai présenté ces données à l'OMS, ils m'ont demandé, oui, est-ce qu'on peut en fait voir si l'historique vaccinal a pu donner une protection dans les villages, parce que en fait, en réalité, alors il y a une vaccination préventive dans les PEV. Pour les enfants, il y avait au début de l'introduction des grandes campagnes de masse, mais en fait, les pays continuent à faire la riposte vaccinale en situation de foyer dès qu'il y a une flambée et viennent avec les vaccins qu'ils ont pour vacciner la population, bien sûr pour mettre fin à l'épidémie. Mais aussi, alors souvent ça marche pas très bien parce que les épidémies sont tellement courtes et intensives que typiquement la campagne vaccinale intervient trop tard. Mais c'est aussi voilà, une action santé publique qui est revendiquée par la population. Donc du coup, c'est la question est-ce que ces vaccinations-là, est-ce qu'ils peuvent, une vaccination de riposte, est-ce que ça peut avoir un effet protecteur néanmoins? Donc du coup, nous avons regardé, toujours en comparant cette situation en épidémie avec celle en dehors de l'épidémie, quel est l'historique vaccination des individus que nous avons inclus. Et on voit qu'effectivement, en situation épidémique, il y a un pourcentage plus élevé de la population qui n'est pas vaccinée.
qui n'a pas été vacciné récemment, et puis ceux qui ont été vaccinés il y a 1 ou 3 ans, ou plus de 3 ans. Alors, surtout 1 à 3 ans, il y a visiblement un peu un effet protecteur qu'on peut déjà deviner. Donc, nous avons là aussi fait des analyses de régression et on voit effectivement que, évidemment, quand on est vacciné la même année, par une vaccination riposte, ça ne protège pas encore contre cette foyer, ça c'est très logique, ça arrive un peu trop tard. Par contre, quand on a été vacciné 1 à 3 ans avant, on a l'impression qu'il y a un effet assez protecteur qui après disparaît un petit peu quand on s'éloigne de la vaccination. Et quelque part, on avait envie de conclure, oui, la vaccination a un facteur protecteur. Pour vous, c'est peut-être pas très étonnant, mais voilà, je vais vous expliquer qu'au niveau programmatique, c'est un peu plus compliqué aussi pour avoir les vaccins mis à disposition. Donc, ça peut être une information importante. Alors, sauf que, heureusement, on a regardé un peu plus dans les données. Parce que les participants nous disaient, alors on avait relevé par la carte vaccinale, mais aussi par le recall, avec quel vaccin les gens étaient vaccinés. En fait, il se trouvait que jusqu'en 2020, c'était surtout un vaccin monovalent, le vaccin monovalent contre le sérogroupe A qui a été utilisé. Et puis seulement à partir de 2021 et en 2022 que des vaccins qui contiennent le sérogroupe C ont été utilisés. Et ce n'était pas seulement ce que les gens ont raconté, parce que souvent, voilà, ces récits de vaccination peuvent être assez peu fiables, mais c'était aussi appuyé par en fait le carnet de vaccination qui était présent pour 50% des participants. Et puis, donc, nous avons demandé aux autorités de santé, voilà, comment ça s'est passé les dernières années. Et effectivement, donc, nous avons appris qu'il y avait bien des petites campagnes vaccinales en réponse épidémique, mais en fait, c'était mené avec des vaccins qui étaient disponibles. Et c'était donc effectivement jusqu'en 2020 uniquement le sérogroupe A et à partir de 2021 seulement des vaccins qui incluaient le sérogroupe C. Et bien évidemment, un vaccin monovalent sérogroupe A ne peut pas protéger contre les maladies liées au sérogroupe C, même si on pourrait penser à un effet croisé, mais en fait, voilà, il n'est pas connu pour le méningocoque. Normalement, ça n'existe pas. Et donc, du coup, nous avons dû réorienter l'interprétation et on est parti sur l'idée qu'en fait, la vaccination est plutôt un proxy de la riposte épidémique qui a été menée par une campagne vaccinale. Et donc, la vaccination était plutôt un proxy pour l'occurrence, pour le survenu d'une épidémie localisée dans le village des participants quelques années avant. Donc, du coup, voilà, c'est assez complexe parce qu'on a plusieurs années d'inclusion et donc on a dû analyser un peu dans ce sens-là qui était vacciné avec quoi. Mais finalement, donc, ce que je vous propose, c'est plutôt la vraisemblance d'avoir un historique d'un foyer épidémique en fonction de si aujourd'hui on est dans un foyer épidémique ou non. Et donc, c'est comme ça qu'on peut probablement mieux interpréter qu'effectivement, si on a vécu un foyer épidémique les 1 à 3 ans précédents, on est en fait assez peu à risque que son propre village vive à nouveau une épidémie. Et par contre, cette protection, elle disparaît avec la durée. Et puis, donc, probablement, le village arrive à nouveau dans une situation de risque à partir de 4 ans, 5 ans après une épidémie. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant parce que, donc, du coup, c'est quand même une démonstration comme quoi il y a bien une immunité naturelle qui est laissée par les foyers épidémiques contre le méningocoque. On a réfléchi, est-ce que ça pourrait être une immunité naturelle contre le RSV et ce coronavirus, mais en analysant un peu, nous avons trouvé qu'il n'y a pas d'association entre ce historique récent d'une épidémie et la prévalence de RSV ou de coronavirus. Alors, tout ça a quand même aussi trouvé un peu le chemin vers l'OMS parce que, en plus d'une recommandation qui vient d'être en fait passée
sur l'introduction d'un nouveau vaccin pentavalent qui inclut donc les A et les C et d'autres sérogroupes, qui est donc en faveur d'une grande introduction à large échelle pour tous les pays, en tout cas les pays qui sont vraiment au cœur de la ceinture. Il y a aussi l'idée d'utiliser ce nouveau vaccin dans une stratégie qui combine donc un peu réaction et prévention pour les populations qui sont les voisins des zones qui sont actuellement en épidémie. Donc, il y a l'idée d'utiliser le nouveau vaccin qui est fait pour la prévention dans une stratégie réactive, là où actuellement il y a eu une épidémie, et surtout chez les voisins, parce qu'on peut prédire qu'eux, ils sont plus à risque de faire prochainement une épidémie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Judith. Bravo. Alors, allez-y, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Bon. Ah, Simon? Oui, merci. Alors, mais du coup, le fait de faire un foyer reflèterait le fait de ne pas avoir eu d'épidémie récemment et donc de ne pas avoir eu de campagne vaccinale au sein du village récemment. Il y a un peu ça dans cette espèce de stratification, 3 ans, plus de 4 ans. Oui, c'était l'idée. Oui, c'était Ouais. l'idée initiale. Nous, on croyait, on cherchait à mettre en évidence un effet protecteur de la vaccination et on l'a trouvé statistiquement. Or, c'était un peu par chance, quelque part, qu'on avait cette information sur quel vaccin était utilisé. On a trouvé que ça ne marchait pas comme ça, parce que le vaccin utilisé ne pouvait pas être protecteur. Donc, il fallait bien expliquer cet effet protecteur autrement. Et donc, ce qui est probable, c'est que la campagne vaccinale est plutôt le proxy pour le fait d'avoir été en situation d'épidémie, donc avec cette explosion du portage, voilà, qui a une forte circulation de méningocoques et qui a donc, c'est probablement plutôt cette circulation forte de méningocoques qui a laissé une trace immunitaire et donc aussi qui donne un peu de protection contre la survenue suivante d'une épidémie. Ouais, alors, si on n'avait pas eu cette information par les participants, si on n'avait pas relevé cette information, on serait en train de raconter que la vaccination riposte efficace et que ça protège, etc. Ça protège 3 ans, quoi. Voilà, alors, c'est plutôt d'avoir été exposé qui protège 3 ans, quoi. Oui, c'est ça. Bon. Donc, la vaccination, on espère que la vaccination protège aussi un certain temps, mais le problème, entre autres, c'est qu'il y a aussi une partie de vaccins polysaccharidiques qui sont là-dedans et ce sont des vaccins qui, normalement, n'ont pas une durée de protection très, très longue. Alors, si je n'entre pas là-dedans dans la distinction entre vaccins polysaccharidiques et vaccins conjugués, mais voilà. C'est une vraie question et ça aurait été un beau résultat de dire non, ça sert aussi à quelque chose. Mais malheureusement, pour le moment, ça ne sert pas à quelque chose. C'est campagne réactive. Surtout si c'est avec un sérotype qui ne circule pas, quoi. C'est un peu ça le souci. Maintenant, si on fait du réactif avec quelque chose qui couvre le C, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut se dire que ça va être plus logique? Alors, évidemment, c'est un peu le miracle, ou le mystère, pourquoi c'est utilisé un vaccin qui ne correspond pas au sérogroupe qui est démontré être l'étiologie des épidémies en cours, mais ça témoigne un peu de la situation très délicate des autorités. Alors, on parle du Niger, le Niger qui est par ailleurs dans les nouvelles, mais c'est un pays qui a un fardeau très important, qui reste important lié aux méningites, et aussi toujours le pneumocoque, le méningocoque, des épidémies. C'est extrêmement difficile pour les autorités de protéger la population. Et évidemment, des épidémies comme ça. Alors, dans le village, il peut y avoir d'un coup 10 cas de méningite. Ce n'est pas agréable pour la population et la population met la pression sur aussi les élus locaux d'avoir une protection, etc. Donc ici, la vaccination est vraiment aussi une question politique locale.
Et donc, voilà, un peu cette histoire ici, ça illustre la complexité voilà, de la vaccination et des campagnes vaccinales. Merci, Judith. Et d'autres questions? Bon, moi, sinon, j'ai une petite question, Judith. Ouais, je trouvais très intéressante, même la première partie, moi, sur les interactions RSV et méningite. Est-ce que finalement, alors, j'ai deux sous-questions avec ça. J'ai peut-être une micro-absence, mais est-ce que tu as évoqué des mécanismes possibles par lesquels tu penses que pourrait passer cette interaction au terme. Non, je n'en ai pas parlé, je te rassure, je n'en ai pas parlé. Alors, c'est un peu connu que la grippe favorise les maladies invasives à méningocoque et surtout à pneumocoque par une petite dépression immunitaire, suppression immunitaire, où voilà, il y a une semaine après la grippe, on est plus susceptible, vulnérable à faire une maladie invasive bactérienne, notamment pneumonie et méningite aussi. Donc ça, c'est un mécanisme, bien sûr, mais qui jouerait uniquement au niveau individuel. Donc c'est uniquement la personne qui a eu l'infection virale et plus à risque de faire la méningite. Dans les modèles que j'ai montrés au début, ça vient de méta-analyse, etc. On cherche en fait quelque chose qui explique une augmentation du taux de portage, la prévalence du portage, qui proportionnellement entraînerait plus de méningite. D'ailleurs, passe sur la base de quelque chose qui rend les gens plus vulnérables à la maladie invasive. Et ça, c'est lié à la saisonnalité, au climat, etc. Donc, c'est un peu des choses qui se superposent. Et c'est là où c'est intéressant parce que il y a peu, mais il y en a un peu de recherche qui suggère que en présence d'une infection virale au niveau oropharyngé, des bactéries qui colonisent changent un peu leur capacité d'adhésion à la surface. Et donc, ça passe par des pili qui sont exprimés, des facteurs d'inflammation, etc. Et ça fait que ce n'est pas seulement plus de risque d'invasion, mais aussi plus de colonisation en situation d'une infection virale. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus, mais je pense que ça, évidemment, ça serait intéressant et on arrive sur un terrain qui est évidemment très intéressant aussi par rapport à la COVID, etc. Est-ce que la COVID peut avoir, ou le coronavirus peut avoir par ailleurs ce genre de phénomène? Et encore une fois, malheureusement, quelque chose qui n'est pas très investigué et qui serait certainement très intéressant pour des biologistes. Oui, pas que pour des biologistes. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc on en reparlera. Oui. On avait il y a quelques années sur les interactions pneumocoque et virus respiratoire aussi, donc c'est pour ça que je te posais la question. Ça pourrait même être dans l'autre sens, c'est-à-dire un risque accru de transmission même bactérienne en cas d'infection virale. Tout à fait, oui. Ouais. Et dans du coup, question un petit peu reliée à ça, mais vous n'avez pas de données longitudinales en fait d'incidence des deux, à la fois des infections du RSV par exemple et des méningites. Non. Bon, c'est un terrain extrêmement difficile. Alors voilà, la ceinture, la méningite aujourd'hui, ça devient carrément inaccessible, même pour les équipes du pays, des institutions du pays. On est dans les zones voilà, carrément inaccessibles. Et puis, il faudrait effectivement rester sur place dans les villages, mais comme il ne s'agit pas juste d'un district entier, mais ce sont des villages, donc il faudrait rester sur place et logistiquement, c'est un défi. Déjà, cette étude-là, avec les 16 villages, voilà, c'est plutôt exceptionnel comme exploit, je pense. Et c'est vraiment un grand remerciement aux équipes au CERMES qui ont pu faire ça. D'accord, merci beaucoup, Judith. Et ben, merci tout le monde pour votre participation et puis à mois prochain. Voilà. Au revoir. Au revoir.